tant que nous aurons la vie et la santé, la bienveillance sera de mise dans cette émission. Vous le savez désormais, le jeudi rime avec grand format et sujet d'utilité publique. La thématique de ce jour sera consacrée à la scolarisation des enfants en situation de handicap. Un sujet super important. Restez concentrés et restez avec nous parce que c'est midi. C'est midi, c'est maintenant. C'est midi, c'est maintenant. Non mais le public, j'ai l'impression que je suis un peu plus chaude que vous. C'est comment? C'est midi, c'est comment? Ouais. Ouais. C'est très bien. Vraiment, je sais pas. Je sais pas si en Côte d'Ivoire et puis en Afrique, on peut trouver un public aussi choc que le mien. Je ne sais pas, je sais pas. Voilà. Et pour faire une belle émission, il faut bien des collaborateurs agréables et doués. Et moi, j'ai la chance de d'avoir cette équipe-là, d'avoir ces collaborateurs-là. Et juste à ma gauche, vous avez Paulus Agathon. Bonjour Caroline, hier c'était votre anniversaire et je pense que l'anniversaire d'un président ça ne passe pas facilement comme ça. Non, attends Paulus, rectificatif. C'est pas que hier c'était mon anniversaire. Mon anniversaire en fait, c'est toute la semaine quoi. C'est bien noté et justement raison pour laquelle je vous souhaite à nouveau joyeux anniversaire. Merci beaucoup. Toutes les belles choses, voilà. Merci beaucoup. C'est l'émotion mais je comprends, hein. Je comprends, ça arrive. Et puis un anniversaire, sincèrement, c'est un jour où on doit pouvoir se réjouir. Absolument. Comme il se doit, parce qu'un an de plus, c'est un véritable cadeau du ciel. Tout à fait. Manuela Pocosi. Hello Caro, salut public de C'est midi. Comment ça va? Ravi de vous retrouver comme d'habitude. Je vous souhaite une joyeuse semaine d'anniversaire, Caroline, une pluie de bénédictions et que Dieu continue d'illuminer nos vies comme vous illuminez les nôtres. Oh, merci, c'est trop bien dit. Et j'adore la coupe de... C'est quoi? C'est la présidente du Placali ou... Ouais, la reine du Placali. La reine du Placali. Est-ce qu'on peut applaudir pour la reine du Placali? Et puis, mon ami de tous les jours, le plus fidèle, son nom, c'est Dr Philo, jamais sans sa famille. Jamais. C'est vrai. Ça fait plaisir, on parle d'anniversaire et autres, mais nous sommes au travail toujours, parce que tant qu'il y aura des sujets d'intérêt, comme l'a dit, d'intérêt public, d'intérêt général, il faut des généralistes pour intervenir. Alors oui, je suis venu avec tout mon arsenal et la piqûre est là, ne vous inquiétez pas, je vais piquer encore aujourd'hui. Tout est là aujourd'hui. En tout cas, j'avais tout le matériel, tout le matos est là, on va piquer et puis ça va faire très mal, mais c'est pour votre bien. N'est-ce pas? Un mal pour un bien. Merci beaucoup, Dr Philo. Et avec grand plaisir, on retrouve aujourd'hui Dr Zabi Joe Frédéric. Il est psychologue, psychothérapeute, éducateur parental. Merci en tout cas de votre présence sur le plateau de C'est midi. Merci à vous. On sera encore enrichi par ces analyses. Très joyeux anniversaire à vous. Merci beaucoup. Docteur. C'est toute la semaine. Alors, tous les enfants, sans exception, ont droit à l'éducation. Cependant, 32 millions d'enfants handicapés dans le monde en sont privés. Quelles en sont les véritables causes et conséquences? Que faut-il faire pour pallier cette injustice? Les réponses autour du thème suivant. Gou Aïga, atteinte de poliomyélite depuis l'âge de 3 ans, je n'ai jamais connu le chemin de l'école. Tout de suite, la reconstitution des faits. Pour une situation qu'elle n'a pas provoquée, elle a payé. Pour un handicap qu'elle traîne malgré elle, elle s'en trouve déstabilisée jusqu'aujourd'hui. Née avec la poliomyélite dans un village de Vavois dans le centre-ouest de la Côte d'Ivoire, dans sa famille, sa situation est mal vécue. Déscolarisée, livrée à elle-même, Aïga débarque à Abidjan en 2000. Elle a 35 ans, mais son handicap l'a longtemps amputée d'une vie sentimentale stable. Sur le plan financier, ses activités stagnent. Aujourd'hui, âgée de 55 ans, en couple et mère de 5 enfants, Aïga vient raconter son témoignage à Caroline Da Silva sur le plateau de C'est midi. Et voilà, on est de retour sur le plateau de C'est midi.
Texte rédigé par Adi Raymond et bien sûr lu par Nafi Touré. Nafi Touré que nous saluons tout de même au passage. Hein. Ça fait un bon moment que nous ne l'avons pas vu. Nous t'envoyons toute notre affection ce midi. Alors, docteur, nous sommes avec vous. Dans quelques petits instants seulement, notre invité va s'installer. Alors déjà, la thématique du jour, qu'est-ce qu'elle vous inspire? Oh, la thématique du jour m'inspire beaucoup de choses. Beaucoup de choses parce que, déjà, il faut que je le dise, nous sommes tous des handicapés en sursis. Tous des handicapés en sursis parce qu'il suffit juste d'une seconde, d'un acte banal, sur lequel aucun de nous n'a de contrôle pour que nous nous retrouvions dans un fauteuil roulant ou bien que nous nous retrouvions paraplégiques, cloués carrément au sol. Mais malheureusement, nous nous comportons dans la société et vis-à-vis des handicapés comme si c'était quelque chose qui était l'apanage d'une catégorie particulière de la classe sociale et que nous, on en est exemptés, malheureusement. Ça fait que souvent, je suis à la fois révolté, meurtri et amer. Souvent, c'est ce que je ressens, souvent. Mais souvent, la profession aussi prend le dessus. Et je me dis, je dois rester impassible et faire ce qu'il y a à faire pour aider ces personnes-là à retrouver le niveau normal auquel chacun de nous a droit. Et des fois, on a l'impression que le problème du handicap, il est simplement physiologique. Pourtant, il est aussi psychologique. Je dirais beaucoup plus psychologique parce que le vrai handicap, c'est celui qui vous limite, celui qui vous handicape, celui qui vous montre que vous êtes incapable malgré toutes vos facultés, malgré vos capacités. Je peux vous dire que le vrai handicap, il est beaucoup plus psychologique que physiologique. De toute façon, notre vie est gouvernée par notre être intérieur plutôt que notre être extérieur. L'extérieur, c'est l'enveloppe. On peut avoir un pied qui est coupé, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire les choses que quelqu'un qui a ses deux pieds peut faire. Donc, tout se passe d'abord à l'intérieur. C'est quand l'intérieur est affaibli que l'extérieur est affaibli. Donc, ce qu'on voit, un handicap quelconque, quelqu'un qui est amputé d'un bras, d'un pied, quelqu'un qui est assis à terre, etc., c'est que ce qu'on voit, ça, c'est ce que nos sens nous donnent à voir, en fait. Mais la personne intérieure peut être si grande qu'elle peut nous donner à voir autre chose que ce que nos yeux permettent de voir. Manuela voudrait renchérir. Oui, absolument, docteur. J'ai une question qui servira peut-être d'introduction d'ailleurs. Lorsqu'on parle de handicap, c'est un peu général comme ça. Est-ce que vous pourriez nous dire un petit peu, nous, ignorants, entre guillemets, quelles sont les grandes catégories de handicap? Quels sont les différents handicaps qui existent? Il y a plusieurs grandes familles de handicap. On peut commencer par les handicaps moteurs. Par exemple, ceux qui sont perclus des pieds, qui ont un pied beau, ceux qui sont, par exemple, paralysés, etc. Ça, c'est les handicaps moteurs. Et il y a des handicaps sensoriels. Par exemple, quelqu'un qui est malentendant, qui est malvoyant, etc. Il y a des handicaps qui sont liés aux deux, sensorimoteur. À la fois, la personne est handicapée physiquement, je veux dire au plan moteur comme au plan sensoriel. Il y a d'autres types de handicaps. Il y a des handicaps sociaux. Par exemple, quelqu'un qui est victime qui est prostitué, quelqu'un qui est par exemple délinquant, c'est un handicapé social. Il faut vraiment insister là-dessus, parce que jusque-là, cette frange de la population ou bien ce type de personnes ne se considérait pas comme des handicapés. Donc si vous êtes prostitué, si vous êtes délinquant, si vous êtes voleur, mendiant, si vous êtes en marge de la société, des valeurs de la société, on a des handicapés. Vous pouvez être considéré comme un handicapé. On a beaucoup de handicapés avec chemise cravate. Non mais c'est pertinent quand même ce qu'il dit. Hein. C'est vrai, ça ne se juge pas seulement à l'apparence. C'est-à-dire qu'apparemment, le gars il paraît normal, il a toutes ses facultés au complet. Il peut avoir même des raisonnements logiques entre autres. Mais il est handicapé quelque part. Handicapé dans la tête. Je vous ai dit que le plus important c'est la vie intérieure. C'est l'être intérieur. Donc quand l'être intérieur est appauvri, et handicapé, ça se ressent. Quelqu'un peut être très bien habillé, en costume, cravate, avec une grosse mallette, et puis son comportement vous montre qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez lui. Non seulement il est en marge des règles sociales, mais en plus d'être en marge des règles sociales, il est en marge avec ses règles à lui-même. Il est en marge avec les règles qui gouvernent le monde, en fait. Donc là, c'est quelqu'un qui est super handicapé. Et vous avez parlé tout à l'heure de mallette. Il y a des personnes qui sont super riches, mais super radines. Ça, là aussi, c'est un handicap. Moi, je pense
entendre le docteur, on a l'impression que tout le monde est handicapé sur cette terre. Parce que vous qui êtes psychologue, moi je veux dire, au fait, vous êtes en train de parler de ce qui est interne, au fait, donc c'est pas visible. Donc moi j'ai envie de savoir, quand vous parlez du regard de la société sur ces personnes dites handicapées, qu'est-ce qui se passe dans les têtes? Les personnes handicapées souvent considèrent que c'est ceux qui pensent qu'ils sont handicapés en fait. Très souvent c'est cela. C'est-à-dire qu'on est dans un jeu de rôle où les choses peuvent être inversées en fonction de la position où on se trouve. Quand on est dans la position des personnes handicapées, il y a des choses qu'on vit de façon interne et de façon visible et physique. Et on se dit, il n'y a pas de raison que les autres ne me voient pas tel que je suis. Donc, si eux, ils raisonnent comme ça, s'ils se comportent avec moi de telle ou telle façon, c'est parce que quelque chose ne tourne pas rond chez eux. C'est comme ça que les handicapés peuvent nous percevoir. C'est pareil que, par exemple, dans la vie que nous menons avec nos enfants, nous avons une vision sur nos enfants et nos enfants aussi, ils ont une vision sur nous. C'est pareil. Donc, c'est juste qu'on doit comprendre qu'on est dans un jeu de rôle. Et je l'ai dit, la frontière entre le handicap et la normalité, c'est une fine membrane qui ne tient à rien du tout. À tout moment, chacun de nous peut passer de l'autre côté du rideau. Et donc, voilà quoi. Alors, notre invitée va faire son entrée. Elle se nomme Gohou Aïga. Merci de l'accompagner jusqu'à nous et surtout avec vos applaudissements. Merci beaucoup, public de ce midi. En attendant que notre invité regagne sa place, Manuela Pocosi voulait intervenir. Oui, absolument. Dans le prolongement de ce que disait Dr Zabi et qui fait vraiment résonance, quoi. La frontière entre normalité et puis handicap est vraiment fine. Et c'est ça, en fait. Je me demande, Dr Zabi, vous qui côtoyez ces personnes-là, ces malades-là, est-ce que quelque part, on a tendance à... Alors, on ne le fait pas volontairement, c'est plus de la gêne qu'autre chose, mais on a tendance un peu à prendre le handicap et puis à dire finalement ce sont des personnes comme les autres, ils sont normaux. Mais est-ce que c'est pas quelque part renier leur différence? Est-ce que les handicapés n'ont pas envie qu'on reconnaisse cette différence, qu'on dise que ce sont des êtres humains, mais tout ce qu'ils demandent finalement c'est un traitement juste et de la dignité? Pas qu'on les normalise parce qu'ils ne sont pas normaux, il faut appeler un chat un chat. Vous avez tout dit, vous avez tout résumé. Ils ne revendiquent rien d'autre que leur droit à la différence. Reconnaître que quelqu'un est différent ne veut pas dire reconnaître que la personne est normale. Ils ne sont pas normaux. Il n'y a pas normaux comparativement entre griffes, normaux comparés aux normes sociales, pour ne pas me répéter. Mais ils sont différents, c'est tout. Et il faut leur reconnaître cette différence et les traiter dans leur différence. C'est juste ça qu'ils demandent. Et nous, on a tendance à croire qu'ils demandent plus que ça, qu'ils demandent à ce qu'on les considère comme nous sommes et tout, alors que ce n'est pas ça. Et ça provoque une réaction, très souvent c'est de la pitié. Au niveau de la société. Les gens, comme ils voient que ces personnes-là ne sont pas dans certaines façons de faire, on a pitié d'eux, on les traite de façon à les favoriser. Et souvent, ils rejettent ça. Eux-mêmes, les personnes handicapées rejettent ça. Parce que ça les rabaisse en fait. Déjà qu'ils vivent une vie émotionnelle très très active, où ils se rabaissent sur l'échelle de l'auto-estime. Donc, quand on veut en rajouter en ayant pitié, en se comportant avec eux d'une manière particulière, ça les met hors d'eux-mêmes. Et donc, ça aggrave encore leur situation émotionnelle. Alors que la vie émotionnelle, elle aussi, elle gouverne notre vie physique et notre vie mentale et notre vie spirituelle. La vie émotionnelle, elle va affecter notre santé. Donc, déjà qu'ils ont des problèmes physiques, déjà qu'ils ont des problèmes émotionnels qui sont nés des problèmes physiques, maintenant, si on en rajoute, on ne fait qu'aggraver les problèmes de santé. Parce qu'il y a d'autres maladies connexes qui vont naître autour du handicap. Merci beaucoup, docteur. Merci infiniment. Et notre invité est là, bien installé, Gohou Aïga. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de ce midi. Merci. Tout va bien. On est en famille ici, hein, donc il n'y a vraiment pas de crainte. Ce sont des frères, ce sont des sœurs. Donc on est ensemble, quoi. Qu'on soit allé à l'école ou pas, le plus important, c'est qu'on ait les mêmes droits. Merci. On est tous égaux, selon la loi. Alors, je rappelle à juste titre le thème du jour, Gohou Aïga, atteinte de poliomyélite depuis l'âge de 3 ans. Je n'ai jamais été scolarisée, je n'ai jamais connu le chemin de l'école. Et il faut dire que vous êtes âgée de 55 ans, mère et handicapée motrice depuis l'âge de 3 ans. Vous avez été victime d'abandon par votre père pour des raisons liées à ce handicap. Et finalement, vous êtes récupérée par votre famille maternelle qui va essayer tant bien que mal de combler ce vide, mais au final, ça sera difficile pour vous d'être épanoui.
et puis malheureusement, vous ne bénéficierez pas donc, de la scolarisation. Aujourd'hui, vous êtes sur le plateau pour nous en parler. Mais moi, la question que je me pose, sur quoi vous vous basez pour dire que c'est à cause de votre handicap que votre père vous a abandonné? Ok. Parce que depuis même ma naissance, c'est quand j'étais enceinte de mon deuxième enfant que je l'ai vu de mes yeux. Mais... Non, je parle de votre papa, pas de votre papa. Vous dites que votre papa vous a abandonné et finalement vous êtes resté avec votre famille maternelle. Oui, avec ma famille maternelle. Oui, pourquoi vous dites que votre papa vous a abandonné à cause du handicap? Parce qu'on ne le voyait pas. Et mes parents maternels aussi ne m'ont jamais dit que ton papa est venu pour faire ceci, pour faire cela pour toi. Ils ne m'ont jamais dit ça. Mais peut-être qu'il avait des problèmes avec votre maman. Il n'avait pas de problème, c'est la jeunesse qui le fatiguait. Puisqu'après vous, il a eu 2 enfants. Oui. Oui. Et les 2 enfants, 1 an, 2 ans, elle fait encore 2 ans, 3 ans, elle fait encore. Donc c'est comme ça, nous sommes nés. Et la 3e, elle est morte. Le 2e, lui aussi, il était malade. Au moment où j'étais malade, donc les 2 enfants, ils vont s'occuper de qui pour laisser qui. Et moi-même, j'étais malade. Et lui, à cause de la maladie aujourd'hui, il n'entend pas bien. Est-ce que, étant petite, vous entendiez votre père se plaindre de votre situation? Non. Est-ce qu'il disait, mais où tu es quitté avec ton enfant handicapé? Genre, c'est pas mon enfant, moi, je suis fatiguée. À l'époque, il disait que les enfants serpents qu'ils ont fait là, moi, je ne peux pas perdre. Ah, c'est ce qu'il disait. Voilà. Et il a dit, il a un frère père à son âme, et le frère, il a parlé de ça. Mais il a raison, comment il peut prendre un enfant handicapé? Il va s'occuper de l'enfant handicapé comment? Donc, il y avait la jeunesse, il avait l'argent, il était entrepreneur. Donc, il avait l'argent. Et c'est comme ça, il nous a abandonnés. Il ne s'est pas occupé de moi. Je suis restée comme ça. Et ça a l'âge de 10 ans. J'étais là quand je marche à 4 pattes, que les gens me regardent, j'ai honte. On dit, on m'appelait maman. Donc on dit, hey, maman, toi tu ne peux pas te lever un jour pour marcher. J'ai dit, je ne peux pas. Et la honte a fait qu'un jour, je me suis levée à ça, tout le monde dormait. Et j'ai commencé à marcher. J'ai attrapé le mur pour faire le tour de notre maison. Et un peu, chaque matin, je fais ça. Et un jour, j'ai pris bois, j'ai dit, je vais marcher sur bois pour voir. Et j'ai commencé à faire ça un peu. Mais avec le bois, quand je marche et puis les gens me regardent, j'ai honte. Et un jour, j'ai jeté le bois. Quand je marche un peu, je tombe, je me lève. Je tombe, je me lève. Mais bravo, hein. Bravo pour cet acte de bravo. Félicitations. Alors, c'est comme ça, j'ai commencé à tresser. La tresse, je n'ai pas appris. On va revenir, il ne faut pas aller très vite en besogne. Mais justement, c'est vrai que vous êtes resté avec votre famille maternelle, mais pourquoi vous n'avez pas été scolarisé? Parce que ma famille maternelle n'avait pas de moyens. Et quand je demande aussi d'aller à l'école, on me dit, mais les gens même qui marchent là, quand ils s'en vont à l'école, là, ils ne gagnent pas de travail. Toi qui n'as pas pied là, tu vas aller à l'école, là, c'est pour faire quoi? Et vous, ça vous faisait quoi? Non seulement d'entendre ces choses, mais de voir des enfants aller à l'école et... Ça me faisait mal. Souvent, quand je les vois comme ça, je rentre dedans, je pleure. Et quand je finis de pleurer, je prends mon temps, je commence à natter derrière mes cheveux. C'est sur moi-même, ma tête, j'ai appris à tresser. Et un peu, un jour, j'ai appelé un enfant, il dit, viens, je vais te tresser. Et c'est comme ça. Quand j'ai commencé la tresse, ça ne me faisait plus mal, parce que j'ai gagné de l'argent. Donc, pour finir, je dis, moi, qui peut m'aimer et puis je vais faire enfant. Donc, c'est comme ça, nous sommes restés. Et celui qui m'a aimé, quand on a fait 2 enfants, c'est là il a vu que je suis handicapée. D'accord, on va revenir à cela tout à l'heure. Docteur Zabi, elle nous a parlé de la situation précaire de sa famille, raison pour laquelle elle n'a pas pu être scolarisée. Mais selon vous, qu'est-ce qui justifie le fait que certaines familles ont du mal à scolariser leurs enfants handicapés? Je vais vous surprendre. Le handicap. C'est le handicap. Le handicap mental et psychologique de ces familles-là. Premier handicap de ces familles en Afrique, généralement, c'est la lourdeur des pesanteurs culturels. Voilà. Pesanteurs culturels. Dans les cultures africaines en général, ou alors c'est un peu partout dans le monde, hein, mais particulièrement en Afrique, c'est plus pesant. On se dit, un enfant handicapé qui vient, elle a sorti le mot, hein, c'est un enfant serpent. C'est-à-dire que c'est une malédiction. Donc l'enfant handicapé qui vient est pris comme une malédiction, dont personne ne veut en général. Donc, dès la naissance, il y a 2 blessures qui sont systématiquement infligées à un enfant qui souffre de handicap. Première blessure, abandon.
Deuxième blessure, rejet. Parce que la société elle-même favorise cela. Les enfants handicapés sont stigmatisés, donc ils sont mis au rebut. Et tellement mis au rebut par la société générale que ça finit par impacter la famille. La famille, elle aussi, elle est mise au rebut. Elle se sent victime d'avoir engendré une personne handicapée. Donc, elle aussi, elle commence à s'éloigner. Et elle a dit, le père, les gens lui disaient autour, qu'est-ce que tu vas faire avec un enfant handicapé et tout ça. Donc, lui aussi, dans sa tête, il peut développer la psychologie de quelqu'un qui se sent coupable d'avoir fait quelque chose d'anormal. Et donc, s'il n'est pas fort dans la tête, il prend le large. Et c'est ce qui est arrivé. C'est pour ça que je parle de handicap. Alors, docteur Zabi, est-ce que cette absence de scolarisation ne peut également pas s'expliquer par un souci de protection de l'enfant, étant donné qu'en allant à l'école, il va se retrouver dans un environnement où il sera peut-être le seul dans cette situation? Il y a un agrégat de facteurs. C'est plusieurs facteurs à la fois qui sont conjugués pour donner ces résultats. Mais en général, c'est vrai, il y a ces facteurs culturels-là, il y a des facteurs économiques également, le fait que les parents n'aient pas beaucoup d'argent et qu'ils ne comprennent pas que l'absence de grands moyens ne doit pas empêcher les gens de scolariser leurs enfants, parce qu'on peut faire des efforts. Si on en a envie, on peut le faire. Mais bon, les gens, comme je l'ai dit, ils sont handicapés dans la tête, donc ils sont encore petits, ils ne comprennent pas certaines choses. Donc ils se disent, elle a dit encore, les gens même qui sont normaux, en griffe, ils vont à l'école, ils ne travaillent pas. Même souvent, ils ne vont pas à l'école. Alors toi qui es handicapé, quel intérêt j'ai à te mettre à l'école? Donc il y a ces facteurs-là. Et puis il y a ce que vous dites, le fait de protéger l'enfant, c'est vrai, ça peut naître à l'esprit de certains parents qui sont assez responsables, mais pas tous. Très en général, il y a ces facteurs-là qui est là, c'est vrai, mais très en général, c'est beaucoup plus par rejet de leur responsabilité, plutôt que par souci de protéger l'enfant lui-même. Mais justement, vous parlez de rejet. Quel est donc l'impact de ce rejet des familles, ce rejet de la société sur les victimes, les personnes victimes de handicap? Que ce soit le rejet, que ce soit l'abandon, que ce soit par exemple l'humiliation, que ce soit la trahison, que ce soit le sentiment d'injustice, ce sont des blessures narcissiques. Des blessures qui sont infligées à notre orgueil. Donc, quand on est blessé, ça provoque des émotions, comme par exemple la colère. Le sentiment de trahison peut faire naître en nous la colère, ou la tristesse, ou l'angoisse. Je ne suis pas bien. Donc, on peut vivre à l'intérieur de nous-mêmes un mal-être. Un mal-être qui peut nous conduire à la dépression, par exemple. Et donc, il y a tout ce jeu d'émotions fortes qui naît en nous. Ce jeu-là va engendrer systématiquement un phénomène qui est purement physiologique, qui est un jeu endocrinien. C'est-à-dire qu'il y aura un jeu d'hormones en nous. Certaines émotions, comme la colère, par exemple, va provoquer la sécrétion de certaines hormones, comme l'adrénaline, par exemple, ou bien alors de d'autres hormones, comme le cortisol, etc. Alors que, quand ces hormones-là sont sécrétées en grande quantité, ça provoque des désordres également dans l'organisme. Et donc, ça nous fait aboutir directement sur des maladies physiologiques, comme le diabète, comme l'hypertension artérielle, comme, par exemple, des troubles gastriques, etc. Donc, il y a tout un jeu qui se passe à l'intérieur de nous qu'on ne voit pas et qui est né, par exemple, du jeu d'émotions qu'on vit. Alors, Madame Maïga, je vous vois acquiescer. Est-ce que, quelque part, vous souffrez d'un autre mal ou d'une autre maladie? Vous souffrez de quelle maladie? Diabète. Vous souffrez du diabète, donc vous corroborez les dires de notre consultant. Le mois passé, j'étais allée à l'hôpital. Bon, ils m'ont donné un papier de faire examen de sang. Et le taux était beaucoup monté. Voilà. Donc, ça me fatigue vraiment. D'accord. Et pour en revenir à votre non-scolarisation, à votre avis, qu'est-ce qui aurait changé dans votre vie si vous étiez allé à l'école? Si j'étais allée à l'école, je n'étais pas encore du roi aujourd'hui. Mais pourquoi, je veux savoir, parce que c'est tellement agréable de vivre en Côte d'Ivoire. On se sent tellement bien ici. Il y a une femme qui était venue. Quand elle a vu ma manière de tresser, elle a dit qu'elle va partir avec moi. Et mes parents maternels ont dit, quand on prend les filles ici pour aller en France là-bas, et on les met dans les maisons pour se prostituer. Et c'est comme ça. Vous avez bien fait de rester, hein, parce que ceux même qui sont là-bas, ils ont envie de revenir. Abidjan est trop doux. Oui, Manuela.
À titre comme ça informatif, quel était votre rêve? Vous rêviez d'exercer quelle profession? Quel était votre rêve, petit? C'est-à-dire, si tu étais allé à l'école, qu'est-ce que tu allais faire? Si j'étais allée à l'école. Quel travail? Le travail que j'allais faire, c'était pour être une sage-femme. Un noble métier en plus. Un jour même, j'ai fait accoucher ma première fille moi-même. Et celle-là, elle dit, et si je fréquentais, j'allais être sage-femme, j'allais faire ce travail-là. Vous êtes déjà une sage-femme? Oui, bien sûr. Je ne sais pas s'il faut dire une femme sage. Alors, vous nous disiez à l'instant que vous tressiez. À l'âge de 12-13 ans, vous avez commencé à tresser. Je suppose que c'était rémunéré. Vous gagnez quand même de l'argent. Je gagnais de l'argent parce qu'à ce moment-là, j'étais la seule qui tressait là-bas. Mais quand je gagne comme ça, je donne à ma grand-mère, je donne à mon grand-père ce qu'il veut manger, mange avec. Il n'y a pas eu quelqu'un pour me dire non, tu dois faire économie. Moi aussi, je n'avais pas ça en tête. Pour moi, la tresse allait continuer toujours. Mais pourquoi, bon, comme vous le disiez, il n'y a pas eu quelqu'un pour vous dire d'économiser. Sinon, je pense que l'argent de la tresse, vous pouviez peut-être l'utiliser pour aller à l'école. Oui, mais ce qui était un problème là, si mon déplacement était facile, là, j'allais faire. Même français, j'ai compris là, quand les élèves sont chez nous à la maison, au moment où ils sont en train d'étudier, je me cache derrière eux. Quand ils prononcent une phrase, je reprends. Et c'est comme ça. Français, les voisins avant, ils ne comprenaient même pas le français. En tout cas, vous parlez bien. Hein? Vous débrouillez très bien. Oui, Manuela. Madame Gou, est-ce que la famille, à un moment, la famille n'a pas pensé à une alternative? C'est-à-dire que si vous n'alliez pas à l'école, est-ce que quelqu'un, pas forcément, c'est vrai qu'on n'a pas les moyens financiers forcément de s'offrir un répétiteur, mais même une grande sœur, un grand frère, un oncle qui allait à l'école, ne pouvait pas venir à la maison aussi pour vous délivrer, vous partager son savoir? Non. Du tout? Il n'était pas dans cette optique-là? Hein? Non. On a l'impression que vous avez été rejeté par toute la famille. Partout. Il n'y a pas un même qui a levé ou qui a passé un jour et dit, ah, tiens, là, il la voit à l'école. Jamais. Mais ça, c'est rare, ça. Jamais. Donc, moi, je suis restée là un peu. Je sais lire la Bible. Comme le journal, là, je sais lire. Non. On ne peut pas m'insulter dans une lettre et puis je ne peux pas lire. Non, attends. Vous dites quoi? Vous savez lire la Bible? Je sais lire. Comment vous y arrivez? Non, mais je suis étonnée. Attends, c'est-à-dire que quand peut-être il y a un prédicateur qui prêche, vous entendez, vous comprenez, ou bien vous savez lire même? Maintenant, je sais lire la Bible. Wow. Comment vous avez fait? Bon, je peux dire que c'est l'esprit même qui m'a guidée. Wow. Ah, ok. Parce que quand je prends, si je vais lire ce que je ne connais pas, j'appelle un enfant, il dit ça là, ça se lit comment? Et c'est comme ça que je retiens. Et un peu aujourd'hui, je prends la Bible, moi-même, je lis. Il y a des phrases que je ne comprends pas. Incroyable. Alors, je reviens au docteur. Je voudrais qu'on puisse parler des conséquences du fait de la non-scolarisation des enfants en situation de handicap. Quelles conséquences cela pourrait avoir sur la société? Sur la société, ça peut avoir plusieurs conséquences. Hein, parce que déjà, le handicap, ça fait partie de la vie de tout le monde. Donc, il n'existe pas de société où il n'y ait pas d'handicapés. Donc, ça va exister. Et le fait de ne pas les scolariser, c'est-à-dire leur donner une chance de pouvoir se promouvoir eux-mêmes, se prendre en charge par eux-mêmes, ça fait qu'ils deviennent un poids plus lourd pour la société. Parce qu'il faut les supporter. Premièrement. Deuxièmement, ça donne un mauvais exemple. Puisqu'ils ne peuvent pas avoir accès à la scolarisation et donc à un métier qui les autonomise, il leur reste quoi pour pouvoir vivre, si ce n'est la mendicité? Donc, ils ont le mauvais exemple. C'est ça. Ils ont le mauvais exemple. Ils se disent que je ne suis pas allé à l'école, il ne me reste rien d'autre que de demander de faire la manche, etc. etc. C'est un mauvais exemple. Troisièmement, une société qui ne prend pas en charge ces personnes handicapées est une société qui n'est pas appelée à évoluer. Pourquoi? Parce que, je l'ai dit, à n'importe quel moment, ça peut être à l'issue d'une crise, ça peut être à l'issue d'une guerre, ça peut être à l'issue d'un accident quelconque de la circulation, un handicap peut naître. Et ces gens-là, ce n'est pas parce que le handicap est né à leur niveau qu'on va les prendre et on va les enterrer vivants. Il va falloir qu'ils vivent avec la société. Et comme la société elle-même ne s'est pas préparée à pouvoir vivre avec eux, ils ne développent aucun réflexe d'aide, aucun réflexe pour les supporter, etc., etc. Donc ça fait beaucoup de problèmes en fait.
Regardez, il n'y a aucun moyen pour qu'ils se déplacent facilement. Les transports en commun, à la limite, sans qu'on le dise, ça leur est interdit. Ils ne peuvent pas monter dans un bus. Ils ne peuvent pas rentrer dans une salle normale parce qu'il y a des niveaux qui sont là. Elle se déplace avec, comment on appelle, son matériel roulant là. Elle se déplace avec ça. Ça veut dire que s'il n'y a personne pour l'aider, elle ne pourra pas bouger. En fait, on est en train de les condamner à rester en place et à ne rien faire. Alors que si on fait ça comme ça, c'est comme si on rejetait nos propres tares. Parce que je veux dire que le problème du handicap n'est pas un problème récent, ça a toujours existé. Mais pourquoi, selon vous, il n'existe toujours pas des infrastructures adaptées à leur situation? Parce que la plupart des sociétés, notamment les sociétés africaines, ont cette vision du développement qui consiste à souvent creuser le sable, enfouir la tête et croire qu'on est protégé. C'est-à-dire on réunit... On va vous demander d'être un peu plus clair. On réunit, voilà, je vais être plus clair, on réunit nos propres problèmes. J'ai une cicatrice sur le visage, je réunis la cicatrice, donc je fais semblant de ne pas la voir. Pour moi, elle n'existe pas. Alors que quand je me mets devant une glace, elle me montre que j'ai une cicatrice. Les handicapés font partie de la société. On ne peut pas les ignorer. On est obligé de vivre avec eux. Or, malheureusement, nos décideurs, je ne parle pas des décideurs forcément d'aujourd'hui, de tous les temps, ça a toujours existé comme ça. Nos décideurs en général... Non, mais ça fait rien. Nos décideurs en général, parce que c'est tout ce qu'on fait, ça vient d'abord de la suprastructure qui est l'État. C'est clair. Donc, nos décideurs n'ont pas pris les mesures idoines pour protéger suffisamment cette frange de la société. En les ignorant simplement. En les ignorant. Quand on daigne faire quelque chose, en général, on le fait sous émotion. Donc, on ne fait pas des choses qui sont pérennes. On fait des choses, on fait du surplace, en fait. En tout cas, nous, notre désir, c'est de pérenniser la pub dans cette émission parce qu'elle fait vivre la télé. À tout de suite. Oh no! 哎呦我的妈！你别笑。有人。Si vous nous prenez en marche, vous ne vous êtes pas trompé, vous êtes sur la chaîne nationale ivoirienne RTI1 et l'émission c'est midi. Eh bien aujourd'hui nous parlons de la scolarisation des enfants en situation de handicap. Notre invité se nomme Gowou Aïga et juste avant la pub, on parlait de la non-adaptation de la société vis-à-vis de ces personnes-là, qui sont des personnes à part entière comme on veut bien le dire. J'ai failli dire comme on veut bien le croire, mais ce sont des personnes à part entière, justement. Alors, Paulus a une question dans ce sens. Alors, docteur Zabi, voilà, quand on parle de... Là, ça change tout, là. Si vous l'appelez Zabi, ça change tout. Zabi, okay, voilà. Zabi. Quand on parle de la non-adaptation de la société, est-ce dire qu'il n'y a pas d'initiatives qui sont créées pour les aider, par exemple, à s'insérer dans la société, ou c'est que les initiatives ne portent pas leurs fruits? Les initiatives existent. Elles existent et il faut les encourager, il faut les saluer déjà. Parce que le fait que ça existe, on voit des écoles qui sont créées spécialement pour les sourds, pas pour les malentendants, pour les malvoyants. On voit des efforts qui sont faits individuellement pour leur donner de temps en temps des enveloppes, etc. Il faut déjà saluer ça. Mais c'est très faible. Parce que ce ne sont pas des choses qui sont durables dans le temps et qui permettent une autonomisation sur la durée de ces personnes-là. Quand vous donnez, même si vous donnez aujourd'hui 10 millions à ma maman qui est ici, ça met du beurre dans ses épinards. Mais pour un moment, elle a la vie, elle a ses problèmes, elle a des enfants à prendre en charge. Les 10 millions vont être engloutis dans 2 jours dans ces différents problèmes et puis elle se retrouve une semaine après face à sa réalité. Donc il faut mettre des choses qui durent dans le temps en place. Quelles sont ces choses-là? C'est par exemple, dans les pays développés, on le voit. Déjà, commençons par les petites choses. Déjà, il faut que dans les lieux fréquentés par les grands publics, qu'il y ait des espaces aménagés pour eux. Qu'il y ait des passerelles qui soient faites pour leur déplacement. Parce que, regardez, vous avez vu un peu toutes les difficultés qu'elle a eu à éprouver pour venir, ne serait-ce que sur le plateau. Ça, c'est déjà quelque chose.
Il faut permettre, par exemple, que dans les transports en commun, qu'il y ait des dispositions particulières qui soient prises pour eux, pour les aider. Parce que ce sont des personnes qui ont les mêmes droits. Les droits universels de l'homme disent que nous sommes tous nés égaux en droit et en devoir. Donc, on a les mêmes droits. Il faut déjà penser à ces choses-là. Et il faut mettre en place des situations, si vous voulez, on va faire un peu de discrimination, mais de la discrimination positive. Ça relève de l'équité. L'équité, ce n'est pas forcément la justice. La justice veut qu'on traite tout le monde sur le même pied. Mais l'équité veut qu'on favorise ceux qui sont légèrement diminués, qu'on les mette au niveau de tout le monde pour qu'on ait les mêmes chances. Donc, il faut leur permettre d'évoluer dans des conditions qui leur permettent, en fait, si vous voulez, de s'épanouir par eux-mêmes. Donc, premièrement, c'est vrai qu'il y a une disposition générale qui oblige en Côte d'Ivoire ici depuis quelques années à la scolarisation des enfants en général, mais il faut qu'un accent particulier soit mis sur les enfants handicapés. Qu'on veille que l'État, que les communautés villageoises, les communautés religieuses, etc. s'impliquent, de sorte que, de façon sectorielle, qu'on veille à ce que tous les enfants handicapés aient accès à l'école, quelle que soit la nature de leur handicap. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, il faut qu'un traitement, je ne dirais pas un traitement de faveur, mais un traitement d'équité, leur soit accordé, de sorte qu'ils puissent avoir accès à l'école et à ce que contient l'école. Ça, ce sont des choses. Maintenant, si on voit, par exemple, quelqu'un qui est perclus des pieds, qui va à l'école dans un fauteuil roulant, parce qu'il peut aller à l'école dans son fauteuil roulant, il peut se débrouiller comme il peut. Quand il va y aller, le fait de pouvoir étudier et réussir, ça relève de lui. On ne va pas dire à l'État d'ouvrir son crâne pour mettre les maths dedans. Ça, c'est quelque chose. Ça relève de lui. Et je sais que, vu le handicap, souvent, le cerveau humain va développer des aptitudes que les gens normaux en griffe n'ont même pas. Et outre ces aptitudes-là, il y a que les enfants se moquent beaucoup. Donc, quand ils arrivent, non seulement ils sont un peu rejetés par leurs camarades de classe, mais là, il y a aussi les railleries qui les empêchent de s'épanouir. À ce niveau-là, il y a forcément quelque chose à faire. Une sensibilisation envers les enseignants et aussi à l'endroit des enfants. Absolument, parce que ça ne peut pas manquer. Dans un groupe d'enfants, on ne peut pas empêcher un enfant de se moquer d'un autre enfant. Ça existe toujours. Mais je pense qu'avec de la sensibilisation à outrance, sensibilisation qui ne se limite pas dans la durée, sensibilisation sur le long terme, on le fait toujours. À force de le faire, les gens vont commencer à les intégrer. Vous voyez, les gens font des efforts et souvent on pense qu'il y a certains efforts qui sont impossibles, alors qu'on fait d'autres efforts facilement. Regardez la différenciation, par exemple, des déclinaisons sexuelles. On a réussi, sur des années, à faire accepter aux gens qu'il y a des choses, par exemple, qui sont normales. L'homosexualité en griffe, par exemple, dans nos sociétés africaines qui les rejettent, quelle que soit la culture dans laquelle on se trouve. On a réussi à faire accepter ça aux gens. Même en Europe, on a réussi à le faire accepter. On a fait comment? Par une éducation subliminale, une éducation qui s'adresse au subconscient des gens. On les bombarde au quotidien avec des images, avec des paroles, avec des choses concernant ces groupes particuliers-là. On favorise l'émergence de ces gens-là, de sorte qu'aujourd'hui, c'est devenu comme quelque chose de normal, quelque chose qui est admis, quelque chose sur lequel on n'a plus un regard dédaignant ou dédaigneux. Mais on ne fait pas la même chose avec les personnes handicapées. D'accord, docteur. Alors, vous avez parlé de sexualité, donc j'aimerais bien qu'on aborde très rapidement la vie sentimentale de notre invité. Vous êtes mère de 5 enfants, ce qui veut dire que vous avez eu des partenaires. Est-ce que vous pouvez nous résumer un peu votre vie familiale? Vous pouvez nous parler, vous avez eu des enfants, est-ce que c'est avec le même père ou bien? Non, non. Les 2 premiers ont leur papa, les 2 autres aussi ont leur papa. Le Benjamin aussi a son papa. D'accord. C'est avec le père du Benjamin que je vis présentement. Et les enfants, comment est-ce qu'ils se portent? Bon, les enfants se portent bien. Bah, les 2 premiers, ils n'ont pas fréquenté pour aller loin. La première, elle a quitté l'école lorsque j'étais malade. Donc, elle était allée avec moi. Elle avait quel niveau? CM2. D'accord. Ma première fille, elle a 36 ans maintenant. Ok, super. Et le deuxième? Le deuxième, elle a 33 ans. Elle est où? Bon, présentement, elle est malade. Elle souffre de quoi? Elle est devenue folle. Oh là. Ça fait 8 ans qu'elle est dans ça. Même le
à partir du 5 février, c'est devenu grave. Elle cassait les choses. Quand elle va dans les magasins, elle enlève tout de jeux, elle casse. Elle insulte, elle s'est déshabillée. Oh là là. Elle se promenait. Donc, j'étais obligée d'appeler les pompiers pour venir la chercher. Donc, depuis le 10, elle a Bergerville là-bas. Vraiment, courage à vous. On constate que ce n'est pas du tout facile. Vous avez des enfants qui ne sont pas scolarisés. Vous vous en voulez un tant soit peu parce que vous en vouliez aussi à vos parents qui ne vous ont pas scolarisés. Courage à vous et on est sûr que ça ira. Tant qu'on est en vie, il y a toujours de l'espoir, il y a toujours des opportunités qui s'offrent à nous. Et on est presque sûr que le fait que vous soyez sur ce plateau, il y a forcément des personnes de bonne volonté qui vont vous soutenir, qui vont vous venir en aide. Sur ce, retrouvons Manuela Pokosi. Manuela Pokosi Koulibaly, c'est la chronique du jeudi. L'Organisation mondiale de la santé est handicapée toute personne dont l'intégrité physique ou mentale est passagèrement ou définitivement diminuée, de sorte à ce que son autonomie, son aptitude à fréquenter l'école ou à occuper un emploi s'en trouve compromise. Alors on a vu avec Dr Zabi qu'il y avait 3 causes principales qui sont à l'origine de ce trouble de santé. Les accidents de la vie qui peuvent survenir à tout moment, et c'est pourquoi Dr Zabi disait qu'on est tous des handicapés ambulants quelque part, les maladies génétiques et les maladies chroniques. Alors il existe plusieurs formes de handicap aussi qu'on a pu voir, le handicap moteur, physique, le handicap mental, les handicaps sensoriels et les maladies invalidantes. Et pour dresser un état des lieux au niveau international, les handicapés font partie des personnes les plus marginalisées dans le monde. Selon l'OMS, en 2020, plus d'1 milliard de personnes, soit environ 15% de la population mondiale, vivaient en situation de handicap. Et cela ira en augmentant dans les années à venir puisque la population mondiale est vieillissante. Alors plus en détail en chiffres, 75 millions de personnes, soit 1% de la population mondiale est atteinte de handicap physique, handicap moteur. 253 millions de personnes étaient touchées par une forme de handicap visuel. Ça représente environ 17% de la population mondiale, dont 36 millions de personnes atteintes de cécité. C'est lorsqu'on est aveugle, la cécité. 466 millions de personnes, soit 6% de la population mondiale, vivaient en 2020 avec un handicap auditif au niveau des oreilles et environ 200 millions de personnes, soit 2,6% de la population mondiale, étaient atteintes d'handicap intellectuel. On parle de handicap intellectuel lorsque le QI, le quotient intellectuel, est inférieur à 75. Alors, pour regarder, si on regarde du côté des facteurs, on a évoqué quelques facteurs ensemble sur le plateau qui sont généralement la cause et à l'origine de la non-scolarisation des enfants. On a le manque de moyens, généralement les moyens financiers, ce qui décourage les parents. Le parcours est plus long, il est plus coûteux aussi pour les enfants handicapés. On a le poids moral de la société qui joue, c'est-à-dire qu'on a honte, on se dit voilà, on va voir notre enfant, on va voir ceci, cela. On a le manque d'infrastructures adaptées aussi, comme Dr Zabi l'a souligné chez nous, alors qu'en Occident, c'est quand même plus développé au niveau des transports, au niveau de toutes ces choses-là. Il y a des mesures qui sont prises. Et on a le manque de formation d'AVS. Les AVS, ce sont les auxiliaires de vie scolaire. Donc, ce personnel-là qui est formé pour accompagner dans les tâches quotidiennes les handicapés. Alors, le 3 février dernier, excusez-moi, je vais me retrouver tout de suite. Le 3 février dernier, qui correspond à la journée internationale du handicap, l'OMS a réuni un panel d'experts justement pour obliger les gouvernements à prendre des mesures en termes de politique et de loi dans les domaines de l'emploi, du transport et aussi de la santé pour former davantage de personnel. Et histoire de conclure sur une note positive, je souhaitais dire que le handicap n'est pas toujours une fatalité. La science fait des progrès qui arriveront aussi chez nous sur le continent. On peut surpasser le handicap et j'ai pioché quelques exemples pour l'illustrer en espérant qu'ils redonneront espoir à certains d'entre vous. On a les légendes musicales, ça devrait s'afficher à l'écran. Voilà, Ray Charles et Stevie Wonder. Plus proche de nous, on a le couple de chanteurs Amadou et Mariam qui sont tous aveugles et ça ne les a pas empêchés de devenir des artistes et des pianistes brillants, de jouer des artistes. On a Stephen Hawking que vous connaissez sûrement qui est l'un des physiciens les plus brillants du monde malgré la maladie de Charcot. La maladie de Charcot, c'est une maladie qui diminue au niveau des muscles et qui vous empêche d'utiliser votre corps. Et voilà, il est paralysé, mais c'est l'un des physiciens les plus brillants du monde. Et enfin, on a Amy Mullins, qui est athlète handisport, actrice et mannequin, malgré son amputation des genoux à l'âge d'1 an. Donc en résumé, même si vous êtes handicapé, ne cessez jamais de rêver. Merci infiniment, Manuela Pokosi. Même si vous êtes handicapé, ne cessez jamais de rêver. Docteur Philo ne dira pas le contraire. On le retrouve tout de suite. On le retrouve bien sûr après la pub avec sa piqûre.
La piqûre de Dr Philo. La piqûre est là. D'abord, je voudrais qu'on ovationne le gouvernement ivoirien parce que depuis 2015, il n'y a plus de polio en Côte d'Ivoire. Poliomyélite, oui. Parce qu'elle a été victime de poliomyélite. Donc, ça, c'était à l'époque. Mais depuis 2015, on n'a plus de poliomyélite. Mais c'est pour dire que il faut que les parents soient responsables, quand même prennent leurs responsabilités. Parce que le docteur l'a dit, on est tous des handicapés ambulants, d'un moment à l'autre, on ne sait jamais. Mais quand vous faites des enfants, j'ai dit une fois sur ce plateau, j'ai dit, quand tu demandes à Dieu de te donner un enfant, tu ne dis pas, donne-moi un enfant qui soit comme ça, comme ça, comme ça. C'est-à-dire, tu ne dis pas... Tu ne donnes pas tes caractéristiques. Tu ne donnes pas tes caractéristiques, tu ne dis pas, ouais, je veux un enfant intelligent, mais quand un enfant vient, c'est une grâce. Donc, de grâce... Quand un enfant vient, il faut prendre, qu'il soit handicapé, il faut prendre toutes les dispositions pour s'occuper de l'enfant. Il faut scolariser l'enfant. Il faut prendre tout. C'est vrai que on tire à bleu rouge sur ceux qui ne prennent pas soin des enfants, mais en même temps, il faut faire un clin d'œil à tous ces parents-là qui prennent soin des enfants. Il y a des interventions juridicales qu'on voit, des enfants, peut-être que les parents ont des moyens, mais ces parents-là qui s'occupent de ces enfants-là. Ça, j'en connais. Moi, j'ai mon voisin qui a son parent, qui a un enfant handicapé, mais l'enfant, franchement, il a tout, on met tout à sa disposition. Il faut aussi féliciter ses parents. Mais vous, même si vous n'avez pas de moyens, mais quand même, avec le peu que vous avez, prenez soin de l'enfant. Prenez soin de l'enfant. Voyez un peu, ces enfants-là, vous l'avez dit que, ça dit, généralement, excusez-moi, mais les enfants qui sont handicapés, qui sont dits handicapés, ils sont généralement plus intelligents. Parce que Dieu développe, vous l'avez dit, une certaine faculté au niveau de ces enfants-là. Donc, ils sont généralement plus intelligents. Donc, il faut prendre ces dispositions, et s'occuper de ces enfants. Ils n'ont pas demandé à venir au monde. Hein? Je n'ai pas envie de trop crier. Quand on dit souvent, la piqûre, ce n'est pas forcément crier, mais pardonnez, prenez soin de vos enfants. Et non, sérieux. Parce que quand tu as voulu trop parler d'une manière, crier, on dit non, tu as très crié. Je vous demande pardon. Prenez soin des enfants. Et le gouvernement aussi, des infrastructures. À la été, tout est là. Hein. Sinon, elle n'est pas rentrée dans ce studio. Tout est là. Même quand vous allez au niveau de l'infirmerie, il y a une place où il y a une descente. Tout ça. Nous, on a déjà toutes ces dispositions-là ici. Mais le gouvernement, pensez à ces personnes-là. Docteur Philo, donnez-leur les moyens de se déplacer. Pardon. Ça sera fait après cette émission. Voilà, les dispositions seront prises. Voilà. Merci beaucoup, Docteur Philo. Que nous dit le digital? La réponse tout de suite avec Paulus. Votre avis? Paulus Agathon. Alors, Caroline, il faut dire que sur Internet, et particulièrement la page Facebook C'est Midi, les internautes sont tous unanimes que notre invitée est une femme battante, et raison pour laquelle ils sont nombreux à l'encourager. On a Ousmane Kei Karambé, notre premier message, qui dit « Puisse Allah faire de vos enfants des élus dignes, afin de combler tous vos projets et rêves dans le futur. » Juste en dessous, on a le message de Lazare Saboué, qui dit « Vraiment courage à vous, femme très battante et déterminée. En tout cas, notre souhait, c'est que vous soyez comblés au-delà de vos espérances. » Alors, le dernier message, c'est Bonnie Marcel qui dit aujourd'hui tous les handicapés, en tout cas, devraient avoir le droit d'être scolarisés, et le gouvernement s'inscrit dans ce sens. On espère que beaucoup d'enfants pourront en profiter. Surtout, n'oublions pas de faire vacciner nos enfants contre la polio, parce que c'est un aspect important dans cette lutte contre le handicap, j'ai envie de dire les facteurs d'handicap. Voilà. Merci infiniment, Paulus Agathon. Et merci au fan club C'est Midi. Merci beaucoup. Ouais, de part et d'autre, on a le fan club C'est Midi. Alors, vraiment, je pense que tout a été presque dit. On n'a pas la prétention d'avoir apporté toutes les solutions, mais déjà, l'essentiel est dit. Aïga, ça va, tout va bien? Vous vous sentez un peu soulagée après cette émission? C'est comme un poids qui est sorti de vous. C'est cela. Et nous voulons vous encourager à continuer, à être toujours aussi forte. Et comme on le disait à l'entame de cette émission, le handicap, c'est dans la tête. Continuez ce que vous avez à faire et que Dieu prenne soin de vous et de vos enfants. Voilà. L'émission pour ce jour est terminée. Merci à Dr Zabi. On se retrouve demain pour un moment exceptionnel d'ambiance et de show. À bientôt.